Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de François Lavallée. François, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Avant qu'on continue avec François, juste vous rappeler, dans le fond, les règles du jeu. Pourquoi est-ce qu'on est là ce midi? On fait un défi qui s'appelle le 75 Hard, édition LinkedIn. Donc, c'est une entrevue de 30 minutes par jour jusqu'au 31 décembre. Le 31 décembre étant la dernière journée du défi. Donc, c'est intensif, mais vous allez avoir la chance au courant des prochaines journées, dans le fond des prochains mois, de rencontrer un entrepreneur québécois à tous les jours en direct sur LinkedIn. Donc, c'est très important de mettre dans votre calendrier que tous les jours à midi, la semaine, à midi, vous écoutez dans le fond l'entrevue pour pouvoir faire des belles découvertes. Mon cher François, bonjour. Salut. Écoute, François, on a beaucoup de contenu aujourd'hui à parler. Je te connais personnellement, tu es un client à moi, je suis un client à toi également. On fait affaire ensemble depuis déjà quelques années. Écoute, tu me fascines depuis la première fois que je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré en 2015 à la Chambre de commerce. Écoute, c'était tellement drôle, je me rappellerai toujours, sûrement que tu t'en rappelles pas, mais tu disais dans le fond que tu étais contre les cartes d'affaires. Tu dis, moi, j'ai pas de carte d'affaires. Je dis, je suis pas là pour faire perdre du temps aux gens. Je commencerai pas à te donner une carte si tu n'as pas d'intérêt. Si tu veux vraiment faire affaire avec moi, on va s'échanger courriel, on va se parler, puis on va faire de quoi. Puis ça l'avait choqué des gens. Écoute, ben voyons donc, tu veux pas donner des cartes d'affaires. Donc, dès cette journée-là, j'ai su que tu étais une bébite ou quelqu'un, dans le fond, qui était à l'avance sur son temps, puis qui était, dans le fond, qui voulait vraiment faire changer les choses. Donc, c'est un plaisir de t'avoir avec toi aujourd'hui, mon cher. J'aimerais ça tout d'abord savoir d'où est-ce que tu viens, quelles études que tu as faites, comment est-ce que j'ai François qui est arrivé dans ma vie une bonne journée en 2015. OK, je suis né à 11h15, le 2 juillet. Non, en fait, je suis entrepreneur depuis 2005. Avant, j'étais intrapreneur, un mot que j'ai découvert par la suite. J'ai commencé à travailler en 89, puis j'ai toujours eu cette espèce de drive-là, de faire les choses, puis avancer rapidement, mais faire les choses pas toujours de façon orthodoxe. Ça fâchait certains patrons, mais je peux dire que j'ai toujours avancé. Depuis 2005, j'ai fondé ma compagnie Alitaire Concept. Alitaire, ça veut dire autrement en latin. Donc, j'ai la prétention de dire que mes concepts sont autrement véhiculés que ce qu'on voit d'habitude sur le marché. Tu as assisté à quelques-unes de mes rencontres. De toute façon, je pense que tu peux confirmer. J'essaie vraiment de sortir du cadre à tout point de vue. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai une formation en biologie moléculaire. J'ai fait une maîtrise là, qui a fini en 89. J'étudiais une protéine qui fait uriner des rats. Tu sais, c'est comme, là, c'est la structure de l'ADN, puis tout ça, ça me fascinait. J'ai travaillé 5 ans en recherche pour ensuite tomber dans le domaine pharmaceutique comme superviseur de production et ensuite superviseur et manager de formation. Donc, j'ai un parcours qui est un peu étrange et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé ma business, je disais que j'étais un formativateur, un formateur motivant ou un motivateur qui donne du contenu profond. Et il y a une dizaine d'années, je suis revenu à mes premiers amours, dans le fond, où je me suis rendu compte que la biologie moléculaire était pas mal plus proche de mon cœur que les concepts de formation que les gens associent d'habitude aux interventions que je fais. Alors, j'ai décidé de m'appeler un biologiste organisationnel. J'étudie la vie dans les organisations, l'étude de la vie dans les organisations, parce que j'ai vu un lien direct entre ce que je faisais en biologie moléculaire, c'est-à-dire l'interaction entre les protéines régulatoires et le code génétique, l'ADN, et ce qui se passe dans une compagnie, c'est-à-dire des gens qui interagissent ensemble pour faire exprimer le code de la compagnie. Puis dans le fond, toutes les compagnies ont un code. Leur code, c'est de sortir un produit ou un service. Puis les gens travaillent ensemble pour générer ce produit-là. Et moi, je voyais des liens avec la biologie organisationnelle. Bon, ceux qui trouvent que c'est un peu bizarre, faites-vous-en pas, j'ai d'autres qualités. Mais tu vas rester étrange un petit peu. Et c'est ce qui fait ton charme, François. C'est ce qui fait ton charme. Ouais, je t'avoue que la personne qui m'avait donné une carte d'affaires, puis j'ai dit non, j'en prends pas de carte d'affaires, elle ne trouvait pas très charmant. Mais, tu sais, je reviens sur cette analogie-là. Pourquoi est-ce qu'on accepte les cartes d'affaires des gens alors qu'on sait qu'on ne les appellera pas? Alors moi, j'ai tout simplement dit, ben excuse, tu es un agent immobilier, puis moi, je n'ai pas de maison à vendre, puis j'en aurais pas acheté pendant encore 10-15 ans. Je ne la prendrai pas ta carte, donne-la à quelqu'un qui en a besoin.
Et puis, ça l'a comme complètement fâché. Puis, à l'opposé, je ne donne pas des cartes à tout le monde. Les gens, ils ne m'engagent pas. Fait qu'on jase. Puis, s'ils trouvent ça intéressant, ils me demandent une carte. C'est correct, je vais t'en donner une à ce moment-là. Mais bon, oui. J'essaie d'être différent. Alitaire, concept, différent. Ben ça, écoute, ça fait la différence, je te dirais, parce que moi, c'est ce qui m'a, dans le fond, motivé à faire affaire avec toi. Honnêtement, je cherchais quelqu'un qui était capable de comprendre la bébête en moi. Parce que moi, tout le monde me disait, si bon, c'est pas de même ça marche une entreprise. Tu comprends pas comment gérer une business. Écoute, j'avais de l'inventaire, ces murs, j'avais les petits fils, dans le fond, Apple, qui permettent de connecter un vieil ordinateur de 2005 pour qu'il puisse se connecter avec un ordinateur plus récent. Puis les comptables, eux autres, ils voient ça comme un stock qui est en train de mourir. Puis ils voyaient, ça n'a pas d'allure, Simon, tu ne peux pas garder du stock comme ça se fait pas. Puis moi, j'étais là, oui, ça se fait. Parce que le gars qui fait du montage vidéo, puis qui veut avoir le fil, puis que c'est une urgence, il sait qu'il va pouvoir passer chez nous puis l'acheter. Même si je le vends une fois par 5 ans, je le sais que mon client va savoir que le fil est chez moi. Tu sais. Fait que je savais que tu allais comprendre ça, puis tu es quelqu'un exactement qui comprend ça. La première fois que je t'ai exposé ça, tu as fait, ben oui, Simon, c'est la logique. Là. Tu offres du service, tu veux que tes clients soient satisfaits. Tu dois t'arranger pour trouver une méthode qui soit satisfaite. Tu dois te différencier de Best Buy. Sinon, ouvre-toi un Best Buy, ouvre-toi un bureau en gros. Ça ne sert à rien que tu sois MD informatique si tu es la même chose que Best Buy. Tu es aussi bien d'ouvrir une franchise. Je me rappelle que tu m'avais dit ça, puis j'avais fait comme enfin quelqu'un qui comprend ma réalité, qui comprend ma réalité d'entrepreneur. Tu sais. Oui, mais en fait, je suis dans le même business que toi. Je connecte les choses ensemble. Tu sais, toi, c'est un adapteur que tu vends, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire connecter deux notions par un concept qui fait que les gens vont dire, ah, je viens d'allumer que, il faut que je connecte avec mes employés. Bien, c'est peut-être un des grands défis des PME un peu partout dans le monde, dans les grandes compagnies aussi, connecter avec les employés, comprendre leur réalité, arrêter de penser que les gens autour de nous, c'est des imbéciles. Je veux dire, on les a engagés. Premièrement, si c'est des imbéciles puis on les a engagés, le gars ou la fille qui les a engagés a un problème. Tu n'engages pas des imbéciles. Donc, tu engages des gens intelligents. Mais s'ils sont intelligents, laisse-les faire. Laisse-les agir, laisse-les travailler. Empêche-les pas de travailler avec des technologies de bureaucratie qui n'ont pas d'allure ou encore des carcans, pour reprendre les mots d'un de mes collègues, un carcan sémantique. C'est-à-dire que dans ta tête, tu sais que c'est ça ta job, puis tu ne feras rien d'autre à côté. Oui, mais c'est parce que s'il y a une fuite d'huile à côté, je suis peut-être mieux de te dire « Hey, c'est pas toi qui s'occupe des fuites d'huile. » Oui, dans le sens que c'est ma job d'intervenir. Alors moi, ce que je fais, c'est, comme les molécules dans une cellule, j'essaie de faire comprendre aux gestionnaires qu'il faut interagir en continu pour être en santé. Une cellule en santé, c'est une soupe qui bouge sans arrêt. Une compagnie en santé, c'est une soupe qui bouge sans arrêt. Donc, quand il faut que tu ailles aux toilettes, tu ne suis pas l'organigramme, tu vas aux toilettes. Ça se peut que tu rencontres le président aux toilettes, tu as le droit d'y parler. Mais on dirait qu'on est pogné dans nos modèles mentaux, c'est ça, le carcan sémantique, pour dire j'ai pas le droit de parler au président. Ben non, mais ça rend les employés fous, tu sais. Puis je vais donner un exemple, tu sais, on va en profiter. Je peux parler de ma conjointe parce que ma conjointe, elle travaille aux États-Unis, puis elle est à Las Vegas, puis il n'y a pas personne qui parle français ici. Fait que même l'entrevue, personne ne va pouvoir comprendre. Écoute, à sa job, là, c'est tellement, mais tellement fou. Ils veulent absolument qu'elle fasse la même job du matin au soir, mais qu'elle fasse rien d'autre, là. Elle doit cliquer avec la souris, analyser des documents, les imprimer, les mettre dans une enveloppe, et là, elle doit faire un choix. Est-ce que j'envoie ça par UPS ou par USPS, donc qui est le Poste Canada américain? C'est ça les choix qu'elle fait dans sa journée. Mais imagine-toi comment que c'est routinier, redondant, et qu'après 1 an, je ne sais pas comment elle fait pour être encore là. Écoute, elle rentre encore le matin au travail, mais c'est ce qu'on demande à ces employés-là, puis on ne diversifie pas leur travail. Et après ça, on se demande pourquoi on a du mouvement de personnel comme c'est pas possible. Ouais. On se demande pourquoi on a des gens en arrêt de travail. On se demande pourquoi est-ce qu'on a des gens qui sont incapables, mais incapables de pouvoir rester sur le marché du travail. Parce qu'on ne leur donne pas des opportunités, comme tu dis, de pouvoir s'épanouir comme humains, de pouvoir faire d'autres tâches, puis on leur fait peur qu'ils sont bien mieux de ne pas parler au patron. Parce que, en fait, on arrive à un point de rupture, on est dans une transition importante. D'un côté, on a des outils qui nous ouvrent sur le monde, qui nous font comprendre des choses qu'on n'avait jamais compris avant.
De l'autre, on est encore pogné avec un système d'éducation qui a été mis en place il y a 200 ans pour aider la révolution industrielle. Tu sais, dans le temps, là, quand les usines ont commencé à sortir, là, puis la révolution industrielle, c'est tout le concept d'automatisation, de lignes de montage. Bien, les gens étaient habitués de travailler dans des campagnes, d'être autonomes, d'avoir leur petit business qui s'appelait une ferme ou une maison. Il y avait chacun leur petit commerce. C'était des artisans. Ils travaillaient à leur façon et puis ils s'échangeaient des biens et services. Quand la révolution industrielle est arrivée, on avait besoin de gens dans les usines. Bien, le premier défi qu'on avait à remplir, c'est qu'il fallait que les gens arrivent à l'heure. Dans les usines, il y avait un début puis une fin. Mais dans les villages, écoute, les montres, là, ça n'existait pas avant. Ça a commencé à sortir quand il y a eu des chemins de fer. Pour être sûr que ça arrive à l'heure, ils ont commencé à mettre des horloges dans les villages. Et là, les gens ont commencé à se rendre compte que je me lève d'habitude quand le soleil se lève. Il est quelle heure? La montre me dit qu'il est 6 heures quand je me lève. Avant ça, tu te levais quand le soleil se levait. La notion de temps, là, puis de synchronicité, puis d'être ponctuel, ça n'existait pas. Fait qu'on avait un problème. Il fallait dire aux gens qui étaient autour de l'usine, arrivez à l'heure. Oui, mais personne n'a de montre. Fait qu'on a mis en place un système d'éducation qui a forcé les gens à arriver à l'heure. Tu avais une cloche qui sonnait pour rentrer, tu as une cloche pour la récré, tu as une cloche pour rentrer de la récré, tu as une cloche pour aller dîner, tu as une cloche pour revenir, tu as une cloche pour finir. Ben, on a été habitués à marcher avec les cloches. Pourquoi? Parce que dans les usines, ça marche comme ça. Le système d'éducation aussi, ça a forcé les gens à obéir. Tu n'as pas besoin d'obéir quand ta vache a le pied bien plein. Il faut que tu la traites. Autrement, elle est malade. C'est ça qui est le signal. Mais à l'école, tu n'as pas de vache. Il y en a qui vont dire, mon prof, c'est pas mal ça. Mais bon, ben, ça, c'est une autre affaire. Mais l'idée, c'est qu'à l'école, on a appris aux gens à obéir aux ordres. La période de français, c'est de telle heure à telle heure. Puis là, tu vas faire ton devoir, tu vas faire des exercices. Pourquoi? Parce que dans les usines, on voulait qu'ils obéissent au patron, sans trop poser de questions. Et ça, c'est la troisième partie du système d'éducation. Je ne sais pas comment tu étais, Simon, mais moi, j'étais un peu weird. Les gens commencent à le deviner. Je posais des questions tout le temps pendant les cours. Et les profs disaient, arrête, laisse-moi parler. Mais moi, j'avais des questions. À l'école, là, c'est pas là pour poser des questions. Fait que tu apprends à être à l'heure, tu apprends à obéir, tu apprends à pas trop poser de questions. Là, tu arrives sur le marché du travail. Puis là, il y a des patrons qui disent, je comprends pas, mes employés n'ont pas d'initiative. Ben non. Tu sors d'un domaine, tu sors d'un système scolaire qui t'empêchait d'avoir des initiatives. En plus, quand tu arrives à l'école, ton boss, lui aussi, est passé dans le système scolaire, puis il pense que ça marche au quart de tour. Fait que d'un côté, ils veulent des initiatives, mais de l'autre, si tu t'en prends, là, tu te fais dire, hey, toi, aujourd'hui, là, tu choisis USPS ou UPS. C'est pas compliqué. Essaye pas d'avoir FedEx ou Purolator ou l'équivalent de Puro aux États-Unis. Ben oui, mais parce que ma blonde est comme toi, François. Elle est pareille comme toi. Elle a besoin là, d'avoir les réponses, comme pourquoi est-ce que je fais ça? Puis elle pose les questions. Elle se fait ramasser. Écoute, les réponses qu'elle a par courriel, là, tu n'en reviendrais pas. Welcome to the United States of America. Mais malheureusement, c'est tout le monde occidental. Puis je pense que le monde oriental est en train de prendre le modèle là-dessus, mais l'American Dream, tu sais, les livres de gestion qu'on entend parler le plus, c'est des livres américains. Mais c'est pas vrai que c'est comme ça partout. Il y a des choses qui existent ailleurs. Puis des fois, je pose la question à des gestionnaires, puis je dis, écoute, tu chiales contre tes employés, puis tu trouves que ça avance pas assez vite, mais ils ont-tu le droit d'avancer? Au fil des ans, j'ai développé des modèles ou des systèmes de référence, des frameworks en anglais, dont un là, que j'appelle mes 3 lois de la biologie organisationnelle. Le premier, c'est de dire, avant de chialer contre le monde, est-ce que tu leur donnes la possibilité d'interagir avec leurs collègues pour savoir ce qui se passe? Fait que ma première loi, c'est interagir pour réussir. Si tu n'interagis pas, si tu es tout seul dans ton bureau tout le temps, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va bloquer. Fait que tu peux interagir avec les médias sociaux, c'est une autre façon de faire, mais l'idéal, c'est de se jaser. Fait que la première loi, c'est interagir pour réussir. Quand tu as interagi avec les gens, tu tombes dans la deuxième partie que je trouve bien importante, qui est la deuxième loi, qui est savoir décider. Décider pour agir. Mais tu ne peux pas décider si tu n'as pas d'abord interagi avec tes amis et tes collègues. Fait que quand les gens disent, ouais, mais ils prennent toutes sortes de décisions bizarres, ouais, mais est-ce qu'ils prennent ça tout seuls sans t'en parler ou ils en ont parlé avant puis ils savent exactement ce qui se passe? Fait que tu interagis d'abord, tu décides ensuite. Mais quand tu as interagi avec les personnes qui sont concernées par ta décision, tu le sais si ça va marcher ou pas. Tu n'as pas besoin d'autres permissions. Et ça m'amène à ce que j'appelle la solution à une pièce. Oui. Quand on dit aux gens, décide, prends des initiatives, il faut leur laisser la marge de manœuvre.
Fait que moi, je te pose la question, Simon, c'est une question que je pose à des groupes à un moment donné. Si je te donne, mettons, toi, tu as une pièce, OK? Tu as une grosse pièce au complet, là. Tu vas voir un de tes employés, ferais-tu assez confiance à tes employés pour leur donner une pièce puis dire, José, je te donne une pièce. Tu peux toute la dépenser comme tu veux, mais attention quand même, hein? Serais-tu capable de faire ça? Une pièce? Sans problème. Bon. Tout le monde dit la même chose. En fait, il me trouve un peu épais parce que je dis, comment ça, une pièce? Tout le monde est capable de décider pour une pièce. D'accord. Est-ce que tu serais capable de faire confiance à tes employés assez pour leur donner une pièce à chaque jour? Oui. C'est intéressant, ça, parce que là, on va arrondir. Ça veut dire que dans le fond, si tu répartis ça sur un an, c'est l'équivalent de dire à chaque employé, je te donne 365 pièces ou mettons ça, chiffron, là, 500 pièces. Je te donne 500 pièces à chaque année, tu fais ce que tu veux avec. Je veux juste des preuves que tu l'as dépensé pour quelque chose. Puis c'est sûr que si tu achètes pour 500 pièces de bonbons, peut-être qu'on va chasser. Mais tu m'as dit que tu leur faisais confiance pour une pièce. Puis ensuite, je t'ai dit à tous les jours, tu as dit oui aussi. Fait que là, je te dis, es-tu prête à dire à chaque employé, tu as une banque de 500 pièces, tu fais ce que tu veux avec à chaque année. Et là, en général, les gens disent, wow, c'est pas pareil, ça. Comment c'est pas pareil? Tu lui fais confiance pour une pièce, tu lui fais confiance pour une pièce par jour, je te dis que tu as 500 pièces dans l'année, c'est quoi la différence? Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, François, tu n'as pas compris, c'est parce que nous autres, on a 1000 employés à l'usine. Je dis, ouais, c'est une pièce par jour pareil. Non, mais c'est parce que tu es en train de dire qu'il faut que je fasse une petite caisse lousse de 500 000? Oui, mais j'ai dit, ta masse salariale, c'est quoi, là? S'ils sont à 30 000 par année, ça veut dire que tu as 30 millions de masse salariale. Puis là, pour 500 000, tu es en train de dire que tu as la chienne. Tu ne fais pas assez confiance à tes employés pour qu'ils prennent une décision de non, mais ils peuvent dépenser n'importe quoi. Oui, mais pense à ça, là. Ça coûte combien quand tu demandes à un employé d'acheter quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais mettons qu'ils n'ont plus de crayons. Puis là, il faut qu'ils achètent une boîte de crayons chez le bureau en gros. C'est quoi votre processus? Ah, ben là, il faut qu'ils demandent la permission. Ensuite de ça, on fait une réquisition. Puis là, on va au service des finances, puis il fait ci, puis il fait ça. Puis il fait OK, fait que si la boîte de crayons à 12 pièces, ça te coûte à peu près 75. Non, non, elle coûte 12 pièces. Non, non, elle coûte 75. Fais le calcul. Combien de temps ça prend pour faire la demande? S'ostiner avec le boss. Pas encore des crayons. Comment ça se fait? C'est fait avec les autres crayons, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis y a-tu quelqu'un qui les a volés? Là, ça finit plus. Là, c'est du temps. Mais à côté de ça, tu dis, je donne une pièce par jour. Mais moi, j'appelle ça ma solution à une pièce. C'est bizarre parce que 100%. Écoute, c'est idiot quand je dis aux gens, je te donne une pièce, dépensez pas tout d'un coup. Ben voyons donc, François. Puis les gens embarquent comme toi. Une pièce par jour, je vais le faire. Mais quand tu dis non, non, je fais confiance à mes employés pour 500 pièces par année, je les paye 30, 40, 50, 75 000 dans l'année, je ne leur donne pas 500 pièces de prise de décision. Fait que ça m'amène à ma troisième loi, ça. La troisième loi, c'est apprendre pour grandir. Il faut laisser aux gens la possibilité de faire des erreurs, d'apprendre de leurs erreurs, autrement, ils ne grandiront pas. Puis de toute façon, là, je reviens à mon 500 pièces. Tous les employés que tu vas avoir engagés prennent des décisions beaucoup plus graves que ça dans leur vie personnelle. Et ils le prennent de façon intelligente parce que les gens sont intelligents. C'est le milieu de travail qui les rend un petit peu tata. Puis moi, ça m'est déjà arrivé d'être tata dans un milieu de travail. À un moment donné, il y a tellement de règles autour que tu dis, bon, toi, tu veux que ma vie, ça soit de décider quelle grosseur d'enveloppe je vais prendre, puis le service postal ou UPS. Je reviens à ton exemple avec ta blonde. Je dis, tu penses que c'est ça, ma vie? Tu penses que mon cerveau n'est pas capable de prendre une décision plus grande que ça? Ben, à un moment donné, ton cerveau, il finit par dire, ouais, je pense que mon boss a raison. Puis là, tu finis par avoir de la misère à choisir ton type d'enveloppe. Mais c'est pas la personne qui est le problème, c'est l'environnement. Ah, vraiment? Vraiment? Écoute, j'ai déjà vu. Écoute, elle me parlait, puis je n'en revenais pas, là. Écoute, les imprimantes étaient en panne. Ils faisaient la file indienne pour attendre pour imprimer sur la seule imprimante qui restait. Là, tout le monde attendait en file pour. Écoute, là, j'étais comme, OK, mais pourquoi vous n'avez pas appelé un réparateur? Ah, ben, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'en mêle. OK, puis c'est qui prend décision? Ah, c'est PA, est en Pennsylvanie, parce que l'entreprise fait affaire à Vegas avec des bureaux sans gestionnaire. Sans gestionnaire, là. Ils sont au-dessus de 200 employés, aucun gestionnaire. À 3 heures de l'après-midi, c'est fini, là.
ils sont à payer, là, ils ont quitté, eux autres, ils ne répondent plus. Fait que l'après-midi, s'il n'y a plus d'imprimante, ben, les employés attendent, ils n'impriment pas. Puis ils se font chicaner le lendemain, bien sûr, qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, le dossier. Puis, je reviens à mon 500 pièces. Aucun pouvoir décisionnel de l'employé. Je reviens à ma solution à 1 pièce. Imagine que tu as 3 employés qui voient la situation, ils regardent ça, puis ils se disent, regarde, on a 500 pièces chacun, là. On va l'acheter une imprimante laser, 2 imprimantes laser haute vitesse. On va pouler nos 3 500 pièces. Pour 1500 pièces, on va avoir 3 imprimantes laser. Ça va être là dans une demi-heure parce qu'on est allé l'acheter chez Staples, puis on travaille. Puis tant pis, on n'aura plus notre 500 pièces pour le restant de l'année. La business a roulé. Est-ce que c'est une décision qui a de l'allure? Totalement. Ça aurait réglé une partie du problème. Pour ça, puis si tu calcules 200 personnes qui attendent pendant 2 heures pour imprimer, c'est pas mal plus cher que le 1500 pièces. Ah, à 100%. Moi, les salaires, ça me fait peur. Tu sais, tu parlais tantôt de ta solution à 1 $. Là. Moi, j'ai donné des cartes de crédit pas mal à tous mes employés. Pour la simple et bonne raison, ça me faisait vraiment, vraiment fâché là, de voir des affaires justement de réquisition. Est-ce que je peux acheter du lait, s'il vous plaît, pour le café? Là, finalement, ça monte en haut. Là, tu es là comme, ben oui, achète-en du lait. Là, il paye avec son argent. Ah, je veux me faire rembourser. Ouvre la petite caisse, rembourse l'argent. Fait que la peine de lait est rendue qu'elle coûte 15 $. Là. Totalement ridicule. Là. Fait que moi, j'y crois beaucoup à ton budget. Là. Tu sais, tu me laisses à l'habitude. Il va acheter de la bière parce qu'il y a un collègue qui s'en va. Pas besoin de me demander la permission. Prends la carte, va acheter de la bière. Tu sais. Ça ne fait pas une grosse différence, un 500 $ dans un budget. Puis l'autre chose, c'est qu'au total, moi, je suis 100% convaincu que le coût de la transaction, si tu veux, là, quand c'est l'employé qui prend la décision, qui se fait rembourser sur sa carte de crédit après, c'est beaucoup moins cher que toutes les réquisitions puis la bureaucratie qui va aller avec. La bureaucratie, ça a été mis en place pour aider à diminuer le coût des transactions. Une transaction, c'est une opération quelconque. Là. Quand c'est rendu que ça coûte plus cher de suivre la bureaucratie que de le faire autrement, bien, il fallait autrement. Mais pour ça, ça m'amène à un autre concept que j'ai développé au fil des ans que j'appelle le leadership latéral. Le leadership latéral, dans le fond, là, c'est de dire, imagine que tu es sur une traque de chemin de fer, tu sais où est-ce qu'elle s'en va, la direction est claire, mais toi, tu décides de te promener d'un bord à l'autre de la traque. Ça ne veut pas dire que tu es à côté de la traque, mais tu te promènes d'un bord à l'autre de la traque. Donc, tu as un mouvement latéral autour de ta direction initiale. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'es jamais sur la traque quand le train passe. Fait que tu ne te fais pas ramasser, mais tu suis la traque pareil. Puis le leadership latéral, ça se décrit en 3 paramètres bien importants. Le premier, c'est la curiosité d'essayer quelque chose. Puis des fois, je demande à mes clients, je dis, de 1 à 10, tu es curieux comment d'essayer quelque chose de nouveau? Bien, il y en a qui sont curieux à 2, ils ne veulent rien essayer de nouveau. Puis il y en a qui sont curieux à 10. Parfait, garde ça dans ta tête. Deuxième paramètre du leadership latéral, j'appelais ça la volonté avant, mais là, j'ai changé mon mot. J'appelle ça de la convoitise. La convoitise, c'est de la volonté exagérée. Fait que tu es curieux, tu t'ouvres à plein de choses. Est-ce que tu as une volonté vraiment démesurée de l'essayer? Fait que tu convoites cette solution-là. Puis le troisième, puis je demande aux gens, ton niveau de convoitise d'essayer des affaires, de 1 à 10, c'est combien? Bien, il y en a que c'est 1. Ça ne leur tente pas tant que ça. Puis il y en a qui disent non, moi, je tripe au bout, là, je veux absolument l'essayer. Parfait. Garde ça dans ta tête. Tu as 2 chiffres dans ta tête. Tu as ton niveau de curiosité et tu as ton niveau de convoitise. Puis le troisième, c'est le courage. Et c'est la partie qui est la plus difficile pour tout le monde. Ben oui. Je suis curieux, j'ai le goût. OK. Là, de 1 à 10, tu vas me dire, tu acceptes combien de noms de ton boss avant de te décourager puis de ne pas l'implanter? Effectivement. Est-ce que c'est un nom? C'est ça, là. C'est juste un nom ou pas? Combien tu es capable d'endurer pour faire passer quelque chose. C'est dur dans des milieux de travail, surtout que lorsqu'il y a beaucoup de fermetures, beaucoup de gens vont se taire, justement parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter le patron, parce qu'ils veulent avoir leur avancement, ils veulent leur bonus. Ils savent qu'ils vont venir déranger les choses. Mais ça prend le courage pour faire changer les choses. D'ailleurs, parlant de courage, on a une question sur Facebook. On a François Brideau qui nous dit bonjour, bon live. Question, est-ce que la première étape est d'ajouter une boîte pour collecter les idées afin d'avoir les solutions et faire confiance aux employés? Non. La première étape, c'est de faire confiance aux employés, les laisser essayer quelque chose. Maintenant, attention, mes 3 lois là, sont une dépendante de l'autre.
si tu veux essayer quelque chose, il faut que tu interagisses d'abord pour vérifier est-ce que cette solution-là, elle a du sens. Si tout le monde dit oui, ça serait écœurant. Deuxième loi, décider pour agir. Je décide que je le fais. Troisième loi, j'apprends. Si ça ne marche pas, tu apprends de tes erreurs. Mais la première chose, c'est de dire aux gens, l'équivalent de la solution de pièce, c'est de dire, essayez des affaires. Donc, si ça coûte moins que 500 pièces, tu l'essayes. Au pire, là, la compagnie est capable de payer 500 pièces pour ta mauvaise idée si ça ne marche pas. Fait que l'histoire des boîtes à suggestions, là, je m'excuse, mais je pense que c'est de la merde parce qu'il y a quelqu'un qui va filtrer tes suggestions. Ils ne seront pas tous écoutés, ils ne seront pas tous lus. Il y a des gens qui vont carrément enlever ça, surtout s'il y a un nom en dessous, ils vont dire « Ah, ça vient de Simon, ça, tu laisses faire ça. » Fait que les boîtes à suggestions, je pense que ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est « J'ai-tu le droit d'essayer? Je l'essaye. » Mais tu as consulté avant. Tu ne peux pas décider sans consulter avant. Mais ça, c'est ma façon de faire. Regarde. Ben oui. Parce que là, tu vas à l'encontre de beaucoup de. On en parlait hier avec un de mes invités. On parlait justement des frameworks, tu sais, puis je fais juste penser, il y a un framework informatique qui s'appelle ITIL. Puis justement, il y a le concept de boîte à suggestions qui doit toujours être présente dans le milieu de travail. Mais écoute, je veux pas faire le petit oiseau, mais je l'ai déjà entendu de la personne qui ouvrait la boîte. Oh ben ça, c'est toujours la même personne, il pose plein de questions. Il y a des fois, justement, que la personne qui ouvre la boîte, ça ne devrait pas être la personne qui ouvre la boîte. Mais en fait, tu sais, je reviens là. Est-ce que tu es curieux pour essayer des nouvelles affaires? Veux-tu vraiment l'essayer? As-tu le courage de le mettre en pratique? As-tu le courage ensuite de dire à ton boss, j'ai essayé ça, ça a planté, ça vient de coûter 1000 $ à la compagnie? Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est d'essayer des affaires puis d'apprendre. La troisième loi, c'est apprendre pour grandir. Mais il y a une loi zéro aussi. Je trouve ça drôle parce que c'est les 3 lois, mais il y a une loi zéro. Puis ça, je me suis inspiré d'Isaac Asimov là-dessus. La loi zéro, sais-tu pourquoi tu fais ça? Sais-tu pourquoi tu dois interagir pour réussir? Sais-tu pourquoi tu dois décider pour agir, interagir pour réussir, décider pour agir, puis apprendre pour grandir? Est-ce que tu sais pourquoi il faut que tu apprennes? Dans le fond, la 4e loi, c'est quoi la mission de l'entreprise? Si la mission de l'entreprise, c'est d'aider un client à connecter un vieil ordinateur à un nouvel ordinateur, ça vaut-tu la peine d'avoir un petit adaptateur qui coûte trop cher pour l'inventaire, mais qui va servir un client? La réponse, c'est oui. Puis si tu ne l'as pas, ton adapteur, bien, comment un de tes employés pourrait dire, « T'as une minute, monsieur, je le sais où est-ce que je vais te le trouver, ton adapteur, je m'en occupe. » Il ne t'en a pas parlé, mais il va satisfaire le client. Oui. Puis des fois, c'est de dire au client, « Moi, je ne l'ai pas, mais si tu vas sur Amazon, garde, c'est tel numéro, va le chercher là. » Tu vas l'avoir pareil. Nous autres, on ne le tient pas en stock, mais je t'ai réglé ton problème pareil. Fantastique. On a François qui nous dit merci pour les explications. Bien, ça me fait plaisir. Tu pourras me rappeler. Puis là, je vois l'heure qui passe. Là. Il faut que je m'autoplogue. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Je m'en allais te poser la question. Aliter Concept, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça l'offre comme service? Ça offre des services d'ateliers, de formation, de conférences, de collectifs de réflexion. Puis ça offre aussi des livres. Ça, c'est un livre que j'ai traduit avec un collègue à moi, Neil Flegging, S'organiser pour la complexité. Je donne aussi des cours de gestion du temps. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus. Tu l'avais écrit dans ton préambule. Et puis, j'ai même un planificateur pour organiser son temps de la bonne façon. C'est carrément un planner papier. Là, je suis en train de figer. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Ça avait figé de mon bord. Bref, l'idée là-dedans, c'est que si vous avez le goût de discuter de vos problèmes de complexité organisationnelle, lâchez-moi un coup de fil, on va jaser. Puis, je ne suis pas là pour juste vendre ma salade. Tu le sais, on s'est parlé plusieurs fois. Là, je te faisais du coaching informel sur des défis de gestion puis tout ça. Tu sais, à quelque part, je comprends que les PME n'ont peut-être pas toujours les moyens d'engager un formateur pour 3 jours de formation. Mais une belle conversation, ça ne coûte rien à personne, ça rend service à tout le monde. Puis, je ne sais pas si ça paraît, mais tu n'as rien dit depuis une demi-heure. C'est moi qui ai parlé tout le temps. J'aime ça parler. Ben, c'est pour ça que tu es à ta place comme formateur, quelqu'un qui aime parler, système d'éducation qu'on parlait. Donc, c'est important. Mais honnêtement, pour prendre ta défense par rapport à ça, dans tes ateliers de formation, il y a une très grande partie que tu ne parles pas et que tu mets les gens en action. Donc, tantôt, on parlait de déranger le statu quo. On parlait, dans le fond, de sortir de sa zone de confiance. Souvent, tu fais faire via les jeux de société, collaborer justement les gens ensemble, puis essayer de comprendre cette fameuse complexité opérationnelle-là ou organisationnelle-là pour être plus précis. Donc, moi, il y a beaucoup de fois que j'ai joué à des jeux de société, j'ai eu du plaisir avec des
parfaits inconnus, là. Des gens dans le domaine du biomédical à Montréal, des tests en laboratoire. Et avec ces gens-là, j'ai réussi à connecter puis comprendre des réalités qu'entre gestionnaires, on avait. Ah, ben, notre employé, elle est tout le temps fâchée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, regarde, moi, j'ai ça comme solution. Je l'amène. Puis le lundi matin, on se parle. Puis qu'est-ce qui ne va pas, José? Puis, tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on va pouvoir développer par nous-mêmes sans que tu nous donnes la recette, mais en nous faisant tester des modèles de travail via le jeu. Interagir pour réussir. On se laisse sur ces belles paroles, François. Donc, on te remercie beaucoup. On te suit, dans le fond, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, François Lavallée de Aliter Concept. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour l'opportunité, Simon. Salut à tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye bye.